Alors, bienvenue à tous et merci beaucoup de votre présence ce soir pour cette conférence sur la peinture en Bourgogne, donc qui fait partie qui est une présentation en fait d'une étape du programme de recherche recensement de la peinture en France au XVIe siècle. C'est un programme qui est donc porté par Cécile Scalirez au Louvre et par l'INHA avec Vladimir Nestorov, donc chargé d'études et de recherche, depuis un certain nombre d'années. Et en fait, c'est un programme qui s'inscrit dans le domaine histoire des collections, histoire des institutions artistiques et culturelles et économie de l'art. C'est un domaine qui a récemment changé de nom. Avant, il s'intitulait Histoire du goût, donc sous la direction de Chantal Georgel. Ensuite, il a été dirigé par Ariane James Sarrazin, qui est partie en mars. Et en fait, on n'a pas de conseillère scientifique depuis avril. Ce qui fait que, comme je suis la pensionnaire du domaine, je me charge un peu de l'intérim d'Ariane. Mais nous souhaiterions recruter donc, quelqu'un pour venir chapeauter à nouveau notre domaine. Et cela devrait être fait très prochainement. Donc ce soir, je vais donc très très rapidement laisser la parole à Cécile Scalirez, Vladimir Nestorov et Frédéric Elsig. Donc Cécile Scalirez, je ne la présente que très rapidement, donc conservatrice générale du patrimoine, en charge au musée du Louvre des peintures françaises et flamandes et hollandaises du XVIe siècle. Qui a réalisé notamment l'année dernière, enfin déjà il y a 2 ans, l'exposition sur François Ier et l'art des Pays-Bas, où il y avait, je crois, toute une partie consacrée déjà à Guérard, qui avait bien mis en valeur ce peintre. Vladimir Nestorov est donc chargé d'études et de recherche ici à l'INHA. Il est donc responsable à l'INHA de ce programme de recensement. Il a fait un Master 2 donc, à l'École du Louvre sous la direction d'Olivier Bonfait sur le peintre Nicolas Bollery. Et puis actuellement, il prépare sa thèse, toujours sous la direction d'Olivier Bonfait, sur la peinture à Paris à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle. Frédéric Elsig, enfin, est professeur titulaire de la chaire d'histoire de l'art médiéval à l'Université de Genève. Et son enseignement et ses recherches s'articulent autour de 2 axes, l'histoire des collections et l'histoire du marché de l'art d'abord, et ensuite les questions de géographie artistique. Il est notamment, il a créé tout un programme de recherche intitulé Peindre en France à la Renaissance, dont il va très certainement parler et qui a produit un grand nombre d'ouvrages. Voilà, je vous laisse la parole. Merci beaucoup à tous d'être là. Merci donc Servane pour la présentation. Moi tout de suite je remercie aussi l'INHA d'une part d'avoir accepté d'organiser cette petite soirée qui est la présentation d'une seconde tranche de travail et surtout à l'INHA de m'avoir dédié, si on peut dire, Vladimir pour m'aider puisque en fait nous sommes 2 seulement à travailler sur ce programme et de manière, comme vous l'avez compris, assez intermittente puisque Vladimir prépare une thèse et que moi-même j'ai d'autres choses, je suis en charge d'autres dossiers, bien évidemment, au sein du Louvre, qui a mis à ma disposition un budget de vacations qui avait été alloué à Clara Marsal, qui est d'ailleurs gentiment venue ce soir dans la salle, mais qui ne consacre aujourd'hui plus 1 centime à ce travail. Donc l'INHA est fondamental pour moi. Je vais tout de suite passer la parole à Vladimir parce que je voudrais qu'en quelques petites démonstrations très rapides, il vous réinitie au maniement d'Agora, ce qui n'est pas forcément familier de tout le monde et qui est de plus en plus facile, ça ne cesse d'être amélioré et accessible, et je pense qu'il va vous montrer très rapidement 2 ou 3 façons d'interroger assez basiques, je dirais, pour avoir accès aux éléments de cette base, puis je reprendrai la parole après. Alors, donc, nous voici ici devant la nouvelle version d'Agora,
telle qu'elle existe maintenant depuis la fin du printemps au début de l'été. Je parle évidemment sous le sceau et sous le contrôle de la CID, la cellule d'ingénierie documentaire de l'INHA, qui est à l'origine de cette refonte et qui aujourd'hui bénéficie d'une nouvelle ergonomie. La recherche sur la base Agora peut se faire de différentes manières. Il y a différents moteurs de recherche qui permettent d'aller du plus simple au plus complexe dans la recherche. Une recherche très simple ici et globale sur la page d'accueil. Et puis ici, un onglet qui permet de réaliser des recherches par domaine et par type, et notamment la recherche par œuvre qui évidemment nous concerne tout particulièrement, sur lequel nous allons cliquer. Sur cette interface, nous sont proposés là encore différents types de recherches. Une recherche simple, mais qui en fait permet déjà d'aller dans des détails, si l'on recherche une personne, une œuvre, des dates, un lieu par exemple. Et puis, élément important, on peut déjà filtrer par type de base de données. En l'occurrence pour nous, c'est le recensement de la peinture française du XVIe siècle. Donc si je fais recensement, c'est le premier domaine qui sort. Voilà, donc recensement de la peinture française du XVIe siècle, et dès lors, ce que l'on va entrer ici dans ce champ sera automatiquement filtré dans ce domaine de recherche. Et puis d'autres types de recherche, une recherche par lien, qui est assez complexe, et une recherche experte, qui permet de faire une recherche par lieu également, mais cette fois-ci à l'intérieur de Thésaurus. Par exemple, si je cherche comme lieu de conservation dans le Thésaurus, nous allons avoir une liste de lieux classés en parties, sous-parties et sous-catégories. Par exemple, si nous cherchons, vous m'aviez donné des exemples précis. Dijon, puisqu'on est sur la... Dijon, très bien. Je cherche des œuvres qui sont conservées à Dijon. Je souhaiterais par exemple des œuvres qui sont au musée des Beaux-Arts. Et je cherche évidemment des œuvres au musée des Beaux-Arts de Dijon qui sont intégrées au recensement de la peinture française du XVIe siècle. Automatiquement, la base me donne la liste de l'ensemble des œuvres conservées au musée des Beaux-Arts de Dijon qui répondent à cette base de données. Je signale que Agora est une base de données partagée entre différents programmes de recherche. Vous pourrez donc aussi, par exemple, trouver toutes les collections de peintures italiennes du musée des Beaux-Arts de Dijon, puisque la base Rétif, le recensement des peintures italiennes, a également fait un travail de recensement sur ce sujet. Donc là, vous avez l'ensemble des peintures françaises du XVIe siècle, illustrées pour la plupart d'entre elles. Et sur le côté, une interface qui permet d'affiner la recherche. Donc vous voyez ici 14 tableaux qui se rattachent au recensement, un tableau du répertoire du Rétif, puisque comme c'est une base partagée, certaines notices appartiennent à plusieurs programmes de recherche. Il y a dû avoir un tableau ici qui a dû être attribué à une époque X à l'école italienne. Voilà. 13 peintures et un fragment de verrière. Et puis ici le détail des artistes qui sont proposés. Donc par exemple les tableaux de Nicolas de Hoët. Voilà, nous avons différents panneaux du peintre. Voilà, si je reviens à l'accueil, œuvre, recherche experte, recherche simple. Ici, on peut donc faire des recherches qui sont à peu près similaires, si j'ose dire, à ceci près que, par exemple, si je cherche le mot « lieu », la recherche va être beaucoup plus globale. Si je tape Dijon, voilà, nous allons avoir une liste d'œuvres qui sont conservées dans la ville de Dijon, mais aussi des œuvres dans lesquelles le mot Dijon en tant que lieu peut apparaître dans la base de données. Donc à ce moment-là, il est nécessaire d'affiner évidemment la recherche pour obtenir l'ensemble des œuvres conservées dans le musée des Beaux-Arts de Dijon. Vous avez par exemple ici des œuvres qui sont conservées au musée Magnien ou dans des églises de la ville ou aux archives départementales, etc. Voilà.
vous m'aviez donné une petite liste d'œuvres à montrer. Je pense que c'est effectivement l'essentiel. C'était ce que je voulais, c'était montrer que c'était quand même assez simple, et même par la recherche simple, je dirais, pas la recherche experte. Si on tape nom de personne ou nom de lieu de conservation ou date, ça marche quand même déjà très bien. Quand on a un nom. Évidemment, le gros problème de cette base, qui va en être question toute la soirée, c'est la part colossale des anonymes, et c'est aussi la raison d'être de cette base, c'est que quand on a autant d'œuvres, une telle proportion d'œuvres anonymes, la recherche est difficile, bien sûr, parce que chercher des anonymes, c'est quelquefois chercher une aiguille dans une botte de foin. Mais je pense que voilà, c'est assez... Voilà. Je vous montre aussi simplement une dernière interface assez intéressante. Nous pouvons ici faire une recherche par base de données qui vous donne la liste de toutes les bases de données abritées par la base Agora. Donc, nous, c'est une base d'œuvres, évidemment. Vous avez ici la liste de toutes les bases œuvres. Vous retrouvez ici le recensement de la peinture française du XVIe siècle. Et vous pouvez, par exemple, consulter un petit descriptif de la base. Et ici, toutes les œuvres liées au recensement de la peinture française du XVIe siècle, actuellement publiées sur la base Agora. Donc vous voyez que nous avons 1420 références d'œuvres. Voilà. Et puis par exemple, des références bibliographiques, il y a 1265 références bibliographiques dans cette base de données. C'est aussi encore une dernière entrée, un dernier mode d'entrée dans cette base de données. Merci, merci. Donc je vais passer de l'autre côté pour avoir accès à la machine. Donc pour avancer comme ça, je vais me mettre là, je n'ai pas besoin de mes notes. Je peux avancer pour vous. Oh, bon, c'est très bien, c'est très bien. Oui, c'est très bien. Bon, alors donc j'ai dit qu'on avait... Ça va, c'est peut-être mieux comme ça. On a en 2015 déjà présenté une première tranche qui était consacrée essentiellement à la Champagne et, comme j'y reviendrai, on associe toujours à un partage géographique, enfin une région, une zone géographique de la France pour faire un dépouillement le plus systématique possible, un autre sujet qui est plus transversal. En l'occurrence, en 2015, c'était lié à mes travaux sur Jean Cousin, donc toutes les œuvres de Jean Cousin dans toutes les techniques plus ou moins liées à la peinture avaient été publiées de la même manière en 2015. Ce soir, on va parler de la Bourgogne et je laisserai surtout parler Vladimir qui a beaucoup enrichi cet aspect bourguignon de la base et Frédéric, mais je voudrais quand même rappeler un certain nombre de principes qui prévalent dans l'organisation des fiches que nous faisons et surtout dire que nous avons commencé par continuer sur la première tranche, sur la Champagne, avec, et c'est le grand principe de cette base, c'est qu'on ne fait pas un catalogue qui sera clos, les fiches sont... D'une part, il en manque, donc on essaye de les compléter. D'autre part, la science évolue, donc on essaye de les mettre à jour en termes de bibliographie. Et sur la Champagne, eh bien, les études ont énormément progressé à la suite de la première tranche. Et nous avons commencé par faire déjà le dépouillement des publications récentes depuis 2015, en particulier le volume Peindra 3 au XVIe siècle qui est paru en 2015. Et vous avez à l'écran l'exemple d'une peinture murale conservée à la cathédrale de Langres. Donc, on a fait le dépouillement bibliographique et parmi les ouvrages, il y avait aussi des catalogues d'exposition. Il y a eu cet été à Langres, en Haute-Marne, donc dépendant de la région Champagne-Ardenne. Parce qu'on est obligé de se fier à la géographie administrative, une exposition consacrée à Langres à la Renaissance qui a permis de travailler aussi sur la peinture à Langres au XVIe siècle. Vous avez là sous les yeux une peinture murale qui était bien connue et qui a pu être rapprochée par Frédéric et Carmen Decu Teodorescu.
de l'image suivante, deux tableaux dont vous avez un exemple, c'est un volet et donc il est peint des deux côtés, le revers est en grisaille, conservé dans une église proche de Langres, Coublanc, tableau qui a été mentionné autrefois sans reproduction, sans le début d'une attribution dans les années juste après la guerre et dont il a pu montrer de manière très convaincante qu'il est de la même main que le peintre de la fresque de la cathédrale d'Auxerre. Ce peintre, on peut passer à la suivante, je pense. Voilà, il y a deux volets. En fait, on a perdu le panneau central. Il faut imaginer un panneau central à retrouver. Vous avez les deux volets qui étaient présentés à Langres, leurs deux revers, avec le retable fermé. Et ce peintre, nous ne savons pas comment il s'appelle. Et, on peut passer à la suivante, il a été baptisé par Frédéric, entre autres, maître de Girard-Roussat, tout simplement parce que Richard Roussat, tout simplement parce que Richard Roussat est très vraisemblablement le commanditaire, pour des questions d'armoirie, le commanditaire de cette œuvre. D'où la création d'un maître. Et vous avez là une petite fiche biographique avec pour avancer dans ce champ anonyme de la peinture française du XVIe siècle, la création d'une fiche correspondant à un maître à nom de convention dont on espère bien que au fur et à mesure des recherches, on trouvera une correspondance dans les archives. Il y a déjà des pistes, voilà. Donc nous faisons aussi ce genre de choses. Autre élément de mise à jour de la base, première tranche, eh bien, des œuvres qui ont fait l'objet de restauration. Vous avez là le cas du panneau central d'un triptyque que j'ai vu dans les années, je ne sais plus très bien, avec ses papiers Japon en réserve au musée de Troyes. Vous avez en dessous le tableau dans les photographiés vers 2013 à peu près en cours de nettoyage et diapo suivante, le voilà qui a réintégré le musée de Troyes, tout beau, tout neuf et avec en plus entre-temps une attribution à un maître à nom de convention, le maître de la Santa Casa de Lorette, qui est le sujet du retable, qui est devenu Nicolas Cordonnier. C'est assez révélateur de la manière dont nous procédons, d'abord par nom de convention, puis progressivement, à force de regrouper autour des noms de convention des œuvres, sous un nom de convention, des œuvres que nous jugeons d'un même peintre, de trouver sa correspondance quelquefois avec des noms d'archives. C'est le cas de Nicolas Cordonnier. Autre manière de mettre à jour, voilà un exemple de détail, on peut passer vite. Autre façon de mettre à jour, les acquisitions des musées, et les musées achètent, Dieu merci. Là, c'est pour moi l'occasion de montrer un portement de croix de Grégoire Guérard qui vient tout juste d'être acquis par le musée des Beaux-Arts de Troyes, qui est daté de 1534 et qui appartient à la période désormais connue de cet artiste à Troyes. Autre façon de ne pas avoir encore mis à jour, c'est l'exemple de cette peinture murale qui est en Haute-Marne, très intéressante parce qu'elle est un martyr de Saint-Hippolyte, œuvre qui est très grande, qui est datée et qui met le doigt sur une partie qui est encore à faire pour la Haute-Marne, en particulier tout ce qui est autour de Chaumont. Cette peinture est conservée dans la basilique de Chaumont et c'est vrai que la peinture murale, eh bien, ça fait partie aussi de nos chantiers. J'y reviendrai plus tard. Donc voilà pour ce qui est de la mise à jour de la première tranche. Mais ce soir, on parle d'une nouvelle tranche dans laquelle on trouve des choses extrêmement variées. Elle s'appelle Bourgogne. Et j'ai dit qu'on faisait un dépouillement assez systématique en nous appuyant sur les régions géographiques, mais naturellement, à cette vision géographique qui est purement administrative se superposent quelquefois des notions d'école. On a pu parler pour la Champagne d'école troyenne, c'est vrai, et pour la Bourgogne, on peut aussi parler d'école bourguignonne, mais on ne trouve pas en Bourgogne que des choses relevant de l'école bourguignonne dont vont parler les collègues. On trouve aussi dans les musées et dans les châteaux, etc., des tableaux qui sont très évidemment qui appartiennent au monde de la peinture française du XVIe siècle, sans avoir
si j'ose dire, aucun rapport avec la Bourgogne autre que leur lieu de conservation. C'est le cas de ce célèbre tableau qui est une des versions connues, plutôt une des très belles versions connues de La Dame à sa toilette, certainement de l'entourage de François Clouet. Qu'est-ce que j'ai mis ensuite? Allons-y. C'est le cas aussi de tableaux réalisés par des artistes italiens en France, avec ce Luca Peni très important sur ardoise, grand tableau qui est conservé à la cathédrale d'Auxerre, dans le trésor de la cathédrale d'Auxerre. Et c'est intéressant parce qu'on n'imaginerait pas que Luca Peni, ça fait partie de la culture en Bourgogne. En réalité, je pense que si. Ce tableau est certainement arrivé là par l'intermédiaire de François II de Dindeville, qui était évêque d'Auxerre. Et on voit que dans la région, il y a une forme d'influence et d'impact de l'art de Luca Peni. Je crois que j'ai quelques détails. Le tableau est malheureusement, il est heureusement conservé dans une boîte dans le trésor, mais c'est bourré de reflets, c'est très difficile à photographier. Mais on peut faire quand même quelques détails. Vous avez là le visage de la Madeleine et son vase. C'est juste pour le plaisir d'avoir des beaux détails. Et on peut continuer. On voit qu'il y a une influence, on peut y aller, Federico, de l'art de Luca Peni dans la peinture murale, par exemple, avec ce détail en très mauvais état de peinture murale château de Luxe en Côte d'Or, vision en cours de restauration et après restauration sur la droite. On essaye dans cette base de mettre des photos, beaucoup de photos avant restauration, après restauration, parce que quelquefois les photos avant restauration sont extrêmement précieuses. Ou encore ce tableau de l'église d'Ancille-Franc, qui est, je pense, un tableau alors, il est signé et daté de 1597, très tard, par André Ménassier, mais il est certainement le reflet d'une œuvre de Luca Peni, aujourd'hui perdue, ou du moins c'est ce que on peut imaginer. Alors, comme on avait mis Jean Cousin avec le paquet champenois en 2015, on a mis cette année, ces 3 ans, à côté de la Bourgogne, le dépouillement des travaux que j'ai menés à l'occasion de l'exposition François Ier et l'art des Pays-Bas qui s'est clôturée l'an dernier, dont il a été question l'an dernier en introduction. Vous avez là donc une œuvre que j'ai mise, c'est une photo, on ne connaît pas, l'œuvre existe bien sûr, mais je ne sais pas où elle est conservée, qui se rattache à tout le foyer Picard. Dans l'exposition, il y avait un foyer Picard important, tournant autour de la personnalité du maître d'Amiens. Du coup, tous les puits d'Amiens et tous les puits d'Abbeville ont été rentrés dans la base cette année. Ça m'a fait découvrir cette photographie d'un tableau à retrouver, qui est peut-être un puits d'Abbeville, enfin, qui est vraiment, pour nous, chercheurs, fort intéressant. En dehors du foyer Picard, le foyer parisien, avec l'exemple de Noël Bellemare, j'ai juste mis là 2 détails du retable de la Passion qui était montré dans l'exposition. Là aussi, très joli détail du paysage. On essaye de mettre ces photos dans la base, elles sont accessibles pour vous. Et puis, aussi ce qui n'a pas pu être montré dans l'exposition, des choses qui relèvent de la culture flamande réalisée en France, certainement sous François Ier, comme ce retable qui est conservé à Saint-Viâtre, près de Salbris. Donc on n'est ni en Bourgogne ni en Champagne, voilà, mais on met au fur et à mesure de nos trouvailles, de nos découvertes, si on peut appeler ça des découvertes, de nos prises de conscience, du moins, des œuvres sur lesquelles que nous sommes allés voir et sur lesquelles on a beaucoup de photos et qui relèvent de cette culture. Voilà 2 détails pour mettre l'eau à la bouche. Ou au Mans, à Notre-Dame de la Couture du Mans, 2 tableaux qui sont de culture, on peut montrer tout de suite le détail, qui sont peints en France certainement très tôt, vers 1515, 1518 au plus tard, et qui sont manifestement réalisés sous l'influence des artistes du Nord. Alors, j'en arrive tout à fait à la fin de ce que je voulais redire. Ce sont les grands principes qui président à cette base. C'est la peinture au sens large, c'est-à-dire ça prend la peinture murale. Ici en Bourgogne, un exemple des multiples décors du château d'Ancille-Franc. Et bien c'est un exemple, voilà, parmi d'autres. C'est juste une petite sélection des différentes techniques que nous couvrons. Le vitrail, avec par exemple, il y a 2 vitraux là qui se suivent, qui sont conservés non pas dans la cathédrale d'Auxerre, mais dans l'église Saint-Eusèbe d'Auxerre, où il y a une énorme campagne de vitres
vitrerie des années 1540, qui est, je crois, en tout cas du point de vue stylistique, pas encore bien étudiée et qui, à mon avis, est très prometteuse. Enfin, les deux scènes que je montre, moi, vont être certainement intéressantes pour nous à creuser. C'est aussi la tapisserie. Là, j'ai pris l'exemple d'un très joli détail, très proche du style de Noël Bellemare, d'une des tapisseries conservées à Beauvais, qu'on a rattachée à l'hypothèse de Bellemare donnant des cartons de tapisserie, donc de Bellemare peintre donnant des cartons de tapisserie. C'est aussi la broderie, quand c'est la peinture à l'aiguille, et ça porte bien son nom, avec un détail d'une chapelle brodée, réalisée par Jacques Damet. On l'a trouvé relativement récemment, probablement sur des dessins d'Henri Le Rambert pour Henri de Navarre, alors qu'il n'était pas encore Henri IV. Et c'est aussi l'enluminure. Là aussi, j'ai mis la photo d'un frontispice enluminé que je cherche depuis pas mal de temps, photo qui, à ma connaissance, n'est conservée qu'à la photothèque de la Whit Library à Londres, qui est une œuvre certainement de Bellemare ou de son entourage, montrant François Ier entouré de sa cour, et qui est je trouve très bien de tout réunir, parce que si vous faites recherche simple Bellemare, vous tomberez sur de la tapisserie, du vitrail, de la peinture bien évidemment, et de l'enluminure, dont des œuvres perdues. Donc les différentes techniques, voilà, un détail, on passe vite, et des œuvres. Alors ça, c'était qu'est-ce que nous cataloguons, où allons-nous les chercher? Bien sûr en France, préférentiellement en France, parce que 80% des œuvres de la peinture française du XVIe siècle sont conservées en France, mais ailleurs aussi, dans les musées étrangers, je n'ai pas donné d'exemple, mais aussi dans les collections privées ou passer sur le marché de l'art. Pourquoi nous interdire de mettre ces œuvres-là alors qu'elles nous aident tant en tant qu'historiens d'art? Au fond, cette base de données n'est pas du tout conçue comme un catalogue fermé, mais comme, au contraire, un outil ouvert, en gros comme une photothèque, permettant alors tout ça, ce qui est en collection particulière ou en localisation inconnue, passage en vente, s'appelle localisation inconnue. Et il y a là l'exemple sur la droite d'un tableau de Grégoire Guérard, récemment retrouvé dans une photothèque, qui est très en relation avec un tableau de Grégoire Guérard, ou rattaché à Grégoire Guérard jusqu'à présent, qui est conservé dans une église très très proche de Dijon, l'église de Plombières. On peut passer. Voilà aussi un autre cas où, suiveur de Grégoire Guérard, le maître de Vélony, probablement son fils, tableau bien connu sur la gauche, le tableau qui est conservé à Vienne dans l'Isère, et puis sur la droite, un volet qui porte, et vous avez le détail, la date de 1543, qui me semble... Et finalement, je l'ai publié il n'y a pas très longtemps sans même faire le rapprochement, mais au fur et à mesure, à chaque fois, notre pensée avance un peu plus, et il me semble très probable que ce volet correspond à la partie, réellement le volet, pour des questions de dimension, de coïncidence d'horizon, de date aussi, ce serait le volet du tableau conservé à Vienne. Ce volet-là est en collection, enfin je veux dire, et s'il est passé sur le marché dans les années 50, c'est une photo, et je ne sais pas du tout où il est actuellement, mais s'il reparaît, c'est intéressant de le savoir. Alors aussi, autre chose qui est un tout petit peu nouvelle par rapport, c'était bien dans les idées de principe au départ, mais ça n'avait pas été mis en œuvre, j'ai un peu décidé de... faire attention aux descriptions anciennes et même à certains documents d'archives. Là, vous avez une capture d'écran de la base sur un tableau de Noël Bellemare qui a été retrouvé au musée de Bâle il y a très peu de temps, il y a quelques années, en 2014, beaucoup parce qu'on le connaissait par les descriptions anciennes. Les descriptions anciennes, quand elles sont précises, sont très intéressantes. Vous avez là, vous pouvez passer tout de suite à la diapo suivante, la description ancienne par Sauval d'un tableau qui a été retrouvé sous une étiquette de maniérisme anversois au musée de Bâle. Très beau tableau de Noël Bellemare, son chef-d'œuvre certainement, que malheureusement je n'avais pas pu avoir pour l'exposition. C'est un très grand tableau, on peut montrer les détails, et ça montre l'importance quelquefois de bien connaître et de bien avoir en tête des descriptions anciennes ou des documents d'archives. Je crois que la diapo suivante le montre.
Voilà, là vous avez sous les yeux la capture d'écran, parce que pour préparer, j'ai quand même fait des captures d'écran, ça va plus vite, d'un tableau totalement perdu, mais qui, voilà, ça que je trouve intéressant. On sait que c'est Maringourdet, que c'est en 1540 et que ça représente une histoire de Saint-Joseph. Elle est assez clairement décrite. C'est connu par le marché, c'est publié par Catherine Grodecki, donc j'ai fait tout le dépouillement du volume d'inventaire de Catherine Grodecki. Et après tout, si on tombait sur une histoire de Saint-Joseph des années 1500, enfin, voilà, ça peut être une piste de recherche. C'est pas sûr, mais qu'on le trouve un jour, mais ça peut être une indication. Donc j'ai inclus volontairement ce genre de fiches, et je vois Vanessa un peu plus loin dans la salle. Il est certain que j'aimerais aussi faire le dépouillement systématique du fonds français. Et ce qui est mis pink sheet quand on a des lettres, très rares lettres de gravure disant un tel pink sheet, évidemment, ça aurait tout à fait sa place, selon moi, dans la base. Voilà, et je vais terminer sur un peu un cas d'école, disant qu'on ouvre l'intérêt d'aller chercher les tableaux aussi à l'étranger. Ça permet de cataloguer une œuvre comme celle que vous avez à gauche, grand portrait qui est dans de Jean de Langeac, évêque de Limoges, depuis presque toujours dans les réserves du Metropolitan Museum de New York, et qui a été attribué de manière très convaincante par une élève de Frédéric Elsig au maître de Dindeville, un autre de ces peintres actifs en Bourgogne qui était montré dans l'exposition François Ier l'an dernier, mais ce tableau a été attribué depuis, et qui nous ouvre des horizons tout à fait intéressants sur l'activité de ce peintre connu surtout essentiellement comme peintre d'histoire dans le domaine du portrait. C'est un très grand tableau dont vous avez... Et la fiche suivante m'intéresse parce que au fond, cet évêque de Limoges, on sait qu'il passe à Auxerre en 1539, qui est la date du portrait de l'évêque de Limoges. Donc c'est très bien ficelé du point de vue, c'est très cohérent comme proposition d'attribution. Peut-être que de voir que l'évêque de Limoges a été en relation avec le maître de Dindeville, qui lui-même était en relation avec Grégoire Guérard, nous permettra de comprendre pourquoi nous trouvons, et c'est ce qui est en bas à gauche sur la diapositive, se trouve aujourd'hui à Beaune-les-Mines, donc dans la banlieue de Limoges, la copie du volet gauche d'un très très beau retable de Grégoire Guérard conservé à Cuisery près de Tournu, où il est depuis toujours. C'est une des rares œuvres qui soit vraiment restée in situ. Voilà, on découvre un tableau qui est en rapport avec Limoges, et ça peut nous faire avancer sur la connaissance de Grégoire Guérard, peintre bourguignon. Et je crois que, alors ça c'était plus un peu pour montrer que nous nous amusons quand même beaucoup, enfin moi je m'amuse beaucoup en tout cas dans cette base qui pour moi est vous l'avez compris, vraiment un outil de recherche. On peut aussi y lancer des hypothèses, et l'attribution très récente du tableau de New York à gauche au maître de Dindeville, qui est un artiste que nous connaissons à Auxerre entre 1535 et 1541, mais dont on sait qu'il était en 1518 à Rome, et il nous manque 20 ans de sa carrière à ce très beau peintre. Eh bien, on essaye quelque part de chercher sa jeunesse, et il m'est apparu que peut-être le portrait que vous avez sur la droite, et c'est vraiment une idée que je lance comme ça, pourrait correspondre à maître de Dindeville plus jeune. C'est vraiment une hypothèse. Alors, un dernier point, avec une dernière fiche, enfin 2 fiches. C'est les fiches que nous faisons. Il y a 2 types de fiches. Il y a des biographies. J'en ai montré, des maîtres non de convention. Puis il y a surtout des fiches d'œuvres dans lesquelles nous essayons de mettre un maximum d'images, y compris de cadres, de revers, d'armoiries, et dans lesquelles nous insistons sur 2 choses. Ce qui, dans Agora, s'appelle création-exécution, c'est-à-dire c'est l'artiste, donc l'attribution, parce que nous travaillons dans ce recensement à essayer de réunir tout ce qui est français du XVIe siècle, donc qui a peint quoi, et création-exécution, ça nous montre
superposer toutes les attributions que nous avons repérées pour ces œuvres. Et c'est très intéressant de voir l'évolution. Dans le cas du portrait de Jean de Langeac, on voit très bien que ce tableau qui rentre au Metropolitan tout à fait à la fin du XIXe siècle, il a été très progressivement, il est passé de l'école anglaise. Il faut savoir que le maître de Danneville est quand même un artiste qui a été très influencé par Holbein, et à l'école néerlandaise, et on voit se superposer les attributions jusqu'à celle qui finalement fait le lien entre Pays-Bas et Angleterre et France, qui est l'attribution au maître de Danneville. Donc, et en plus, on met aussi beaucoup de bibliographies, souvent commentées. C'est pas exhaustif, c'est pour ça qu'on est tout le temps obligé de revenir sur nos fiches, mais on met de la bibliographie qui est commenté et qui surtout prend en compte les attributions. Voilà. Alors, normalement, on trouve en haut le titre le plus ancien, mais j'ai fait des fiches à l'envers, et donc on corrigera, mais voilà. Je crois que j'ai dit à peu près ce que je voulais dire, j'ai pas regardé l'heure. Ça va à peu près. J'ai dit l'essentiel de ce que je voulais dire. Ouais. Merci. Donc je passe la parole à Vladimir qui va parler plus précisément de la Bourgogne et de ce qu'il a fait pour l'enrichissement de la partie bourguignonne de la base. Merci Fabienne, merci Cécile, pardon. C'est plus facile, je pense. Oui, non, vous avez raison. Alors, oui, je vous ferai des petits signes, c'est ça, non? Ouais, je fais ça très bien, très bien. Oui, alors je tiens d'abord à remercier chaleureusement plusieurs personnes qui ont une responsabilité aussi dans ce programme. Chantal Chorgel, d'une part, qui a œuvré de tout son cœur lors de mon recrutement pour que ce programme de recherche puisse se poursuivre à l'INHA à partir de 2016 et ainsi pérenniser aussi ce vaste travail. Ariane James Sarrazin qui a dirigé le domaine Histoire des collections l'an passé, et Servane Darny qui a pris l'intérim au début de l'année dernière, et sans qui cette conférence ne se serait certainement pas passée dans d'aussi bonnes conditions. Donc un grand merci à elle. Alors je vais d'abord tenter d'expliquer un peu l'historiographie de cette peinture en Bourgogne au XVIe siècle qui a soulevé l'intérêt de nombreux érudits, et ce depuis longtemps, mais qui a connu des développements très substantiels, évidemment, seulement depuis une vingtaine d'années. Et je parlerai ensuite des résultats, bien sûr, de cette recherche et de ce recensement et des possibilités que cet outil nous offre à toute la communauté scientifique et des chercheurs, en vous montrant aussi le plus d'œuvres possible, c'est plus agréable. Alors vous m'excuserez, il y aura bien sûr des redites avec ce que vont dire mes collègues, donc pardon par avance. Si je peux passer comme ça, non. Alors, je vais me décaler, ça va être plus simple. Alors, donc d'abord un petit point d'historiographie. Lorsque l'histoire de l'art français du XVIe siècle a émergé comme une discipline au cours du XIXe siècle, au gré des évolutions de goût et de la redécouverte des grands maîtres du temps de François Ier et d'Henri II, le regard des érudits s'est avant tout porté sur l'art de cour autour de Paris et de Fontainebleau, après tout c'est normal, et les écrits notamment de Léon de Laborde en 1850 vont paraître à ce sujet révolutionnaire. La Renaissance des arts à la cour de France, publiée en 1850, suivi des Contes des bâtiments du roi, qui vont donner le là véritablement aux chercheurs ultérieurs et ont permis aussi de ressusciter quelques grands individualismes du siècle comme Jean Cousin, Rousseau, Primatis, Antoine Caron ou Jean Clouet par exemple. Alors aujourd'hui, et on l'observe à travers un grand nombre d'expositions, là je vous montre quelques couvertures d'expositions majeures de ces dernières années, Tours 1500, Lyon Renaissance, évidemment François Ier, l'art des Pays-Bas l'an dernier au musée du Louvre, des sujets de thèse aussi de jeunes chercheurs, des colloques, et là je vous montre en partie basse les couvertures des colloques sur la série Peindre en France à la Renaissance sous la direction de Frédéric Elzig. Donc je vais beaucoup parler de vous. La question des foyers régionaux, avec leur spécificité, leur identité et les contacts entre eux se sont révélés être un terrain très riche de la recherche et qui appelle évidemment à être exploité en profondeur. Alors concernant particulièrement le foyer bourguignon, l'histoire de cette redécouverte et donc aussi de la constitution de ce corpus aujourd'hui en ligne est en fait assez longue, mais elle a bénéficié d'un coup d'accélérateur durant ces 2 dernières décennies. Les premiers écrits qui offrent des témoignages sur les décors peints des églises ou des châteaux de la région sont évidemment ceux des humanistes et des lettrés
de l'Ancien Régime, des érudits locaux, Pierre de Saint-Julien de Balleur, qui publie De l'origine des Bourgognions en 1581 à Paris, et qui fait l'éloge de ce mystérieux Grégoire Guérard, parent d'Erasme de Rotterdam, nous dit-il. Et puis quelques grands curieux du grand siècle, attachés à leur cité, comme par exemple Étienne le Grand, qui publie sur Châtillon-sur-Seine en 1651, Claude Péry ou Léonard Berthaud, qui publient sur la ville de Chalon-sur-Saône, respectivement en 1659 et 1662, l'abbé Jean Leboeuf, qui publie plusieurs ouvrages sur la ville d'Auxerre au XVIIIe siècle, Claude Courtépée, qui est professeur au Collège des Gaudrans de Dijon, qui est collaborateur au supplément de l'encyclopédie de Diderot, et puis enfin, lors de la période révolutionnaire, les recherches de Louis Bénigne Baudot et de François Desvosges, qui voient affluer des vieux retables et qui se demandent comment les inventorier et qu'en faire finalement à Dijon, ou encore Gratien Théodore Tarbé pour Sens, qui permettent aussi de dresser un état des connaissances très largement lacunaire à la fin de l'Ancien Régime. Le développement de l'érudition et des sociétés savantes au XIXe siècle cherchera pour la première fois à explorer cette vaste terra incognita que constitue alors l'art français du XVIe siècle. Et évidemment, les élites bourguignonnes ne sont pas en reste, elles n'échappent pas à cet engouement général qui se vérifie d'ailleurs partout en France. Chailloux des Barres, Maximilien Quentin ou Victor Petit dans l'Yonne, Févret de Saint-Mémin, qui est conservateur du musée de Dijon, vont donner le coup d'envoi de cette émulation, et l'on se plaît à identifier là une inscription en lettres gothiques ou les traces d'une fresque cachée derrière un badigeon. Ici, un vieux retable aux accents durériens, ou là encore, les vitraux d'une vieille église qui vient d'être fraîchement classée par le tout jeune service des monuments historiques. Alors, encouragés par les résultats qu'offrent les recherches d'archives, mais aussi les impératifs de ce classement monument historique des églises, les sociétés savantes de la région vont publier, durant toute la seconde moitié du XIXe siècle, un très grand nombre d'études, et de manière encore, bien sûr, très éclatée, sur le petit patrimoine bourguignon, et vont y repérer aussi parfois quelques trésors peints du XVIe siècle, cachés ça et là. Donc, Georges de Soutray, notamment dans la Nièvre, l'abbé Brûlé à Sens, Henri Bateau à Chalon-sur-Saône, Léopold Niepce à Senecey-le-Grand, Harold de Fontenay surtout à Autun, le vicomte de Truchy par exemple, puis à l'aube du XXe siècle, Henri Chabeuf, qui est président de la Société bourguignonne de géographie et d'histoire, puis de la Commission des antiquités de Côte-d'Or et de l'Académie de Dijon, et notamment Gabriel Janton, qui travaille sur Mâcon et sur Tournu, où il cherche à distinguer cette figure de Grégoire Guérard parmi les panneaux peints qu'il repère dans les églises, et Jean-Valéry Radeau, qui est directeur du cabinet des estampes de la Bibliothèque nationale, qui se passionne, lui, pour les vieilles églises et leur patrimoine. Ces érudits vont attirer l'attention de l'histoire de l'art sur quelques œuvres isolées, des retables, des portraits, des verrières, des fresques, repérées ça et là au gré des excursions organisées par ces sociétés savantes. Le XXe siècle sera celui de la constitution des premiers grands corpus, des premiers essais de synthèse et de confrontation entre œuvres et sources d'archives, une confrontation qui va s'avérer particulièrement payante. En 1900, l'historienne britannique Mary Hervey, on vous en a parlé tout à l'heure, qui travaille sur le peintre Holbein et étudie notamment ses célèbres ambassadeurs, va tenter d'identifier l'auteur du Moïse et Aaron que vous voyez ici, qui lui faisait pendant au château de Polizy, la demeure de Jean de Dinteville, un tableau qui depuis a été acquis par le Métropolitane, et elle va tenter d'identifier ce peintre à Félix Chrétien, qui était connu comme chanoine d'Auxerre, plume de l'archevêque François de Dinteville, et que les vieilles chroniques imaginaient aussi comme peintre de l'archevêque. Gabriel Janton, en 1912-1913, va attribuer plusieurs panneaux à cet obscur Grégoire Guérard, célébré dès le XVIe siècle comme l'auteur de plusieurs retables dans l'église Saint-André de Tournu, et il va chercher autour de la ville de Tournu quelques retables du XVIe siècle qu'il va attribuer parfois de manière un peu empirique, mais parfois avec un bon flair finalement, à Grégoire Guérard. Des recherches qui vont intéresser les érudits à Paris, de Louis Dimier par exemple à Louis Réau, en passant par Henri Bouchot, qui sélectionnera d'ailleurs quelques panneaux bourguignons, de Jean Cousin notamment, mais aussi 2 panneaux de Grégoire Guérard et un retable de Noël Bellemare, dont il ignore évidemment à l'époque l'identité, pour sa célèbre exposition des primitifs français de 1904, qui est d'ailleurs c'est d'ailleurs la première fois que des œuvres bourguignonnes du XVIe siècle vont être présentées dans une grande exposition parisienne. Alors, quelques œuvres isolées, notamment des grands triptyques reconnus pour leur qualité et qui impressionnent bien sûr par leur dimension, vont être repérés par les historiens de l'art. Donc, je songe par exemple au triptyque d'Autun que vous voyez ici par Grégoire Guérard, au triptyque de Saint-Jérôme qu'il a peint également un peu après et qui se trouve aujourd'hui au musée de Brou à Bourg-en-Bresse, le triptyque de Sainte-Eugénie de Bartholoméo Spons, dit le maître de Dinteville,
ou pseudo-Félix Chrétien donc, le triptyque de Vito de Nicolas de Hoët, le triptyque d'Oxydurès de Noël Bellemare, sont intégrés par Charles Sterling ou par Anthony Blunt, par exemple, à leur grande publication encyclopédique sur l'art français et vont bénéficier ainsi d'une plus large visibilité. Le monde de la recherche prend conscience qu'il y a là un vrai terrain à exploiter et des œuvres d'art à tirer de l'oubli. Jacques Thuillier, en 1961, dans Art de France, va publier une remarquable étude sur ce pseudo-Félix Chrétien qu'il propose de renommer maître de Dinteville. Et Michel Laclotte, dans un recueil d'études publié en 1967 en l'honneur d'Anthony Blunt, va réunir un premier corpus de panneaux dits bourguignons en repérant des similitudes dans des œuvres souvent dispersées en France et à l'étranger. Et en fait, ce qu'il croit être un style régional typiquement bourguignon va en fait se révéler être l'œuvre d'une seule et unique main, celle de Grégoire Guérard, mais évidemment, il ne le sait pas encore. Là, je vous montre quelques tableaux qu'il avait repérés et qu'il avait souhaité mettre en accord. Dès lors, la peinture bourguignonne, qui est définie comme un ensemble cohérent, va trouver sa place dans les grandes sommes dédiées à l'art de la Renaissance, et l'exposition du XVIe siècle européen, qui s'est tenue au Petit Palais en 1965, dirigée par Michel Laclotte, va entériner cette nouvelle visibilité et appeler à de futurs développements. Ils interviennent en fait dans les années 80. Le Corpus Vitrearum sur la Bourgogne et la Franche-Comté est publié en 86. Marguerite Guillaume, qui est conservatrice au Musée des Beaux-Arts de Dijon et qui avait publié plusieurs études sur les peintres de la seconde moitié du XVIe siècle, comme les Ménassier ou Nicolas de Hoët, va organiser en 1990 une grande exposition sur la peinture en Bourgogne au XVIe siècle, un peu sur le modèle de l'exposition La peinture en Provence au XVIe siècle qui s'était tenue à Marseille 3 ans plus tôt. Et l'exposition, si elle n'ose pas encore proposer d'attribution de tous les grands panneaux peints qu'elle réunit, va devenir un outil majeur dont se servira notamment Catherine Chédot sur sa thèse « Les arts à Dijon au XVIe siècle » qui va être publiée en 1999. Ces travaux importants vont offrir aux chercheurs à l'aube de l'an 2000 des outils déterminants pour faire jouer le connoisseurship et procéder à des découvertes et à des mises au point. En 1999, Cécile Caillerez publie dans La peinture française, ouvrage monumental dirigé par Pierre Rosenberg, un long développement sur les écoles régionales du XVIe siècle, où elle isole de grandes figures à Paris et en province, Noël Bellemare, les Puy d'Amiens, Simon de Chalon, Grégoire Guérard et Bartholoméus Pons également, et où le foyer bourguignon fait l'objet d'une étude d'ampleur. En l'an 2000, réalisant le compte-rendu de la thèse de Catherine Chédot, Frédéric Elzig, ici présent, remarque que de nombreux panneaux ont été peints par un seul et même artiste, un mystérieux maître du triptyque d'Autun qu'il proposera d'identifier désormais au célèbre Grégoire Guérard. Et dans les années 2000, il va multiplier les découvertes sur Grégoire Guérard, mais aussi sur le peintre Jean Dorin, dit le maître de Commarin, dont il va reconstituer la personnalité et l'œuvre peinte. Et là, je vous montre quelques panneaux associés au maître de Commarin, du nom des panneaux, ici des 4 panneaux conservés au château de Commarin en Côte d'Or. Et puis Cécile Caillerez a également retrouvé et attribué il y a quelque temps le panneau aujourd'hui conservé au musée du Petit Palais d'Avignon. Alors aujourd'hui, les recherches de Cécile Caillerez et de Frédéric Elzig, mais aussi de Mathieu Gilles, de Stéphanie de Prouve-Augustin ou encore de Magali Bélim-Droguet pour la seconde moitié du siècle, toutes sanctionnées par plusieurs publications très récentes, des actes de colloques, des monographies, des expositions, témoignent aussi du dynamisme de la recherche sur la peinture en Bourgogne au XVIe siècle et ont servi de socle, de vrai socle de travail à la constitution de cette base de données. Alors, outre les recherches bibliographiques, on a pu, durant les 18 mois de ce recensement pour la Bourgogne, se rendre évidemment sur le terrain à la recherche des panneaux peints des verrières aussi de la région, notamment pour des prises de vue photographiques, on s'y est mis à plusieurs, et pour consulter les centres de documentation des musées, des services d'archives, des bibliothèques patrimoniales, etc. 48 musées de France, de la région, ont été contactés, plus d'une trentaine a répondu présent et ouvert les portes de leur documentation ou de leurs fonds photographiques, de leurs réserves. Les CAOA et des services d'archives départementales ont également été sollicités, de même que des associations locales de protection du patrimoine. Et ce projet a ainsi permis de fédérer de multiples institutions autour d'un projet commun qui est aujourd'hui accessible à tous et qui offre surtout aux internautes une somme sans égale sur la peinture et le vitrail produits en Bourgogne au XVIe siècle, rejoignant ainsi donc la peinture en Champagne, qui a été mise en ligne en 2015, et qui apporte une nouvelle pierre à ce vaste édifice qu'est le recensement de la peinture française du XVIe siècle, et qui est un projet bien sûr infini. Alors, en novembre dernier, ce sont donc 600 références bibliographiques qui ont été ajoutées spécifiquement sur la Bourgogne, dont certaines étaient en fait publiées très récemment, depuis seulement quelques mois ou quelques semaines. Environ 550 œuvres ont été ajoutées, plus de 200 panneaux peints, donc essentiellement sur bois évidemment, environ 200 fresques, environ 150 verrières,
principalement conservées en Bourgogne, mais également dans d'autres régions et à l'étranger. Cécile Carrès vous en a parlé. Et des œuvres non localisées, mais connues uniquement par la photographie, puisque ce sont non seulement des œuvres qui ont été peintes en Bourgogne, partout dans le monde aujourd'hui, mais aussi des œuvres qui sont conservées dans les musées bourguignons et qui correspondent à de la peinture française du XVIe siècle. Donc il y a un peu cette double casquette. Voilà. Et bien sûr, la grande majorité de ces œuvres, panneaux, verrières et fresques, sont encore aujourd'hui anonymes, évidemment. Une vingtaine d'artistes actifs en Bourgogne, quand même, au XVIe siècle, a fait l'objet d'une fiche, parfois simplement connue par un nom de convention, avec une petite synthèse biographique à chaque fois, la bibliographie de référence, un recensement de leurs œuvres, donc dans une forme qui est finalement assez proche d'un catalogue raisonné. À ceux déjà existants comme Grégoire Guérard et Bartholoméus Pons, qui avaient fait l'objet d'une fiche liée au recensement pour la Champagne, se sont ajoutées des personnalités donc, comme le maître de Commarin, dit Jean Dorin, Henri Changenet aussi pour le tout début du XVIe siècle, et plusieurs peintres de la seconde moitié du XVIe siècle, comme Évrard Bredin, qui est surtout célèbre pour les panneaux peints de grisaille sur les armoires et sur les cabinets bourguignons, Florent Despèches, qui est à cheval entre XVIe et XVIIe siècle, André Ménassier, Nicolas de Hoët ou Jacques Prévost, qui est surtout actif en Franche-Comté, mais qui a des liens évidemment avec Dijon. Désormais, c'est l'ensemble de l'œuvre peinte de Grégoire Guérard qui a été mis en ligne, faisant aussi écho au catalogue raisonné de l'artiste qui a été publié par Frédéric Elzig l'an dernier, de même que l'ensemble de l'œuvre du maître de Dinteville, avec parfois des propositions d'attribution toutes récentes, dont le portrait de Jean de Langeac qui a été publié par Camille Larraz l'an dernier. Pour Évrard Bredin, c'est une grande part de ces panneaux peints de meubles qui est aujourd'hui en ligne, avec parfois des panneaux de meubles ou des meubles entiers qui sont dispersés dans le monde, et notamment aux États-Unis. De même, c'est l'ensemble de l'œuvre de Nicolas de Hoët, peintre flamand actif en Bourgogne et aussi à Fontainebleau dans la seconde moitié du XVIe siècle, qui est aujourd'hui en ligne, y compris des œuvres localisées dans l'Ain qui ont été redécouvertes et restaurées il y a peu, en Suisse ou en collection particulière. Là, je vous montre quelques œuvres qui sont conservées à l'étranger pour des tableaux de la base de données, ou en collection particulière. Elles sont d'ailleurs assez nombreuses à être aujourd'hui en main privée ou de localisation inconnue. Et l'artiste Nicolas de Hoët a aussi été actif au château d'Ancy-le-Franc. Et tous les grands décors, on vous en a parlé tout à l'heure, tous les grands décors de ce château ont fait l'objet d'une notice. On y retrouve notamment Nicolas de Hoët, par exemple pour la chambre de Judith, Évrard Bredin, qui a travaillé pour la chapelle du château, mais aussi des peintres de cour comme Ruggiero de Ruggieri ou le mystérieux maître de Flore, aux côtés d'autres décors à fresques repérés dans les châteaux de la région. Je vous montre par exemple ici donc, le panneau que Cécilie vous a montré tout à l'heure, qui est réalisé d'après une gravure de Luca Peni au château de Lux, Diane et Orion, ou par exemple la célèbre tour de la Ligue au château de Tanlay, des décors qui demeurent encore anonymes. Donc cette mise en ligne, c'est à la fois bien sûr le fruit des connaissances accumulées depuis longtemps, de l'accélération de découvertes et des recherches ces dernières années, des synthèses qui ont été opérées très récemment, et puis en même temps une formidable invitation à la recherche pour tous, puisque maintenant ce sont des œuvres, des corpus, des artistes qui ne demandent qu'à être étudiés et exposés. Et puis c'est un peu ça aussi la force de ce recensement, qui est améliorable à l'infini, c'est qu'il permet quand même d'offrir aux internautes l'information la plus proche possible de l'actualité, des découvertes et des publications et des communications, et de mettre à disposition aussi cette palette visuelle, un champ visuel qui permet de nourrir l'œil, le connoisseurship et l'étude des styles, et ainsi aider à définir de futurs terrains d'exploration de cette discipline. Donc c'est une discipline en plein boom, que je dirais, la peinture en France au XVIe siècle et dans les foyers régionaux. Voilà, je vous remercie. Donc, je vais passer la parole maintenant à Frédéric Elzig. Oui, je pense que c'est mieux que tu bouges. Il suffit d'appuyer. Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Je remercie l'INHA, moi aussi, et surtout Cécile Scayerez, qui m'a proposé de finalement refaire 3 ans après, enfin 4 ans désormais, en 2015, la première tranche avait été ici présentée avec le même type d'esprit. Et donc,
C'est d'autant plus sympathique de le faire que nous avons développé avec Cécile une collaboration qui dure depuis longtemps et qui fait que finalement le recensement est un outil qui vient enregistrer tous les développements et les résultats du programme que nous menons à l'Université de Genève depuis 2010, Peindre en France à la Renaissance, dont vous avez ici quelques produits, c'est-à-dire les différents volumes qui ont été édités par les éditions Sylvane à Milan, les 2 premiers volumes qui fixaient le cadre méthodologique de ce programme et les autres qui chacun se focalisent sur une ville, sur un foyer artistique. Donc vous voyez Lyon en 2014, Troyes en 2015, Dijon en 2016, Rouen en 2017. Bourges a un léger retard, donc à la fin de ce mois, j'espère que Bourges va sortir de manière à ce que l'on puisse se concentrer sur Avignon, puis ce sera Toulouse, Beauvais, et on espère d'autres centres qui permettent de couvrir le territoire et de faire sortir, à travers différents regards de spécialistes, des résultats. Le but étant naturellement de reconstruire de manière dynamique la peinture produite dans le Royaume de France à travers toutes les techniques impliquées par le métier du peintre, c'est-à-dire pas seulement la peinture de chevalet, la peinture murale, mais naturellement l'enluminure, le vitrail, les arts textiles et ainsi de suite. L'esprit est naturellement issu de l'exposition Le XVIe siècle européen, dont on a donné le titre tout à l'heure, de Michel Laclotte, qui avait montré à quel point l'art de la France ne se résume pas au genre du portrait et à l'art de Fontainebleau, mais que dans les villes de la France, on conserve encore une production extrêmement importante que l'on peut reconstruire, non pas technique par technique, de manière cloisonnée, mais précisément par un double décloisonnement à la fois géographique et technique. Et c'est véritablement ce double décloisonnement qui anime l'ensemble des volumes et naturellement celui consacré plus spécifiquement à Dijon. Alors je ne vais pas naturellement exposer tous les résultats du volume Peindre à Dijon en 2016, mais simplement quelques éléments placés ici dans un ordre chronologique qui vous permettent de comprendre finalement qu'on a désormais une meilleure connaissance de la peinture produite dans cette ville. Le décloisonnement géographique, d'abord, ne permet pas seulement de reconstruire des itinéraires individuels qui forcément sont transfrontaliers, un peintre passé de ville en ville, mais également de comprendre des migrations d'œuvres, des exportations, des importations, comme c'est le cas par exemple de ces 3 panneaux, fragments de 2 volets d'un triptyque, qui a été réalisé pour l'église Notre-Dame de Dijon, mais à Avignon, réalisé par un peintre qui aujourd'hui devient de plus en plus connu, Jean Changenet, originaire de Dijon mais établi à Avignon comme le plus grand peintre, le peintre bourguignon comme on l'appelait dans les sources, et qui réalise à partir de 1490 les volets du triptyque du maître-autel de l'église Notre-Dame, des volets qui restent dans son atelier à son décès en 1493 et qui ne seront achevés que quelques années plus tard, en 1500, par un associé piémontais, Giovanni Grassi, qui est l'auteur de ces volets, aujourd'hui conservés dans l'église de Gretz-Armainvilliers, où ils ont été donnés au début des années 1920, et qui, du coup, permettent d'avoir une œuvre de référence
pour Jean Changenet, qui a réalisé en réalité le revers que je ne vous montre pas, présentant le patron de Dijon, Saint-Bénigne, et pour son associé Giovanni Grassi, qui est donc l'auteur. Et donc, c'est une des œuvres qui entre dans le dossier Changenet, dont vous avez certainement entendu qu'il y a quelques rebondissements ces dernières semaines avec l'acquisition de l'Assomption par le musée du Louvre. Ce dossier est d'autant plus intéressant que dans le volume, Carmen Decu Teodorescu, dont Cécile a prononcé le nom tout à l'heure, qui est véritablement la personne qui a dynamisé le programme Peindre en France ces dernières années et qui joue un rôle important puisque nous animons ensemble le séminaire de connoisseurship qui s'articule sur le programme, a fait une découverte tout à fait remarquable. Le tableau que vous voyez à gauche, bien connu, publié par Sterling en 1965, est depuis ce moment-là considéré comme un des chefs-d'œuvre de Jos Lieuferens, peintre néerlandais établi à Marseille et mort avant 1508. Or, en 2016, Carmen Decu Teodorescu a trouvé cette gravure que vous voyez à droite, qui se trouve dans un livre publié en 1618 par un procureur du Parlement de Bourgogne à Dijon, qui décrit très précisément le tableau que vous voyez à gauche, jusqu'aux couleurs qui sont absolument identiques, et comme si cela ne suffisait pas, accompagne son livre par une illustration gravée qui, vous le voyez, donne carrément le certificat, non pas d'authenticité, mais d'origine. Ce portrait représente un tableau qui est en la salle des plaidoyers du palais de Dijon, lequel donnera suite à l'action, et donc il décrit ce que l'on voit. Vous voyez que tous les éléments se trouvent, la Vierge, Saint Jean, évidemment traduit dans le style du début du XVIIe siècle, celui de Léonard Gautier, l'auteur de la gravure, jusqu'à chacun des anges qui sont reproduits dans le ciel et qui montrent que le tableau que vous voyez à gauche se trouvait à l'origine au Parlement de Bourgogne, ce qui a une conséquence absolument essentielle, puisque le Parlement est créé à partir de 1511, c'est-à-dire au moins 3 ou 4 ans après la mort de Jos Lieuferens, qui dès lors ne peut plus être l'auteur de cette crucifixion et qui ouvre la voie à une autre identification avec un peintre appartenant à la dynastie des Changenet précisément, car depuis les années 70, Nicole Reynaud avait déjà remarqué un lien tout à fait évident entre la crucifixion du Louvre et une enluminure du livre pour Richard Chambellan, que vous voyez à gauche, conservé à la Bibliothèque nationale de France, attribué au maître des prélats bourguignons, le plus important enlumineur actif à Dijon à la fin du XVe siècle, et avait noté que ce lien entre Dijon et Avignon pouvait s'expliquer par la famille Changenet, puisque à Avignon se trouve Jean Changenet et à Dijon au même moment, ce qui est sans doute le frère de Jean, Pierre Changenet, et donc pouvait donner une explication qui aujourd'hui trouve une explication encore plus rationnelle si on considère l'auteur de la crucifixion du Louvre comme un troisième membre de la famille qui est bien documenté à Dijon en lien avec le Parlement de Bourgogne, Henri Changenet, le fils de Pierre, qui donne naturellement une toute autre perspective au dossier de la crucifixion, au dossier appelé jusqu'ici Lieuferens, mais qui en même temps permet de comprendre la qualité de la peinture dijonnaise au début du XVIe siècle et la tradition qui est issue
de ces peintres et notamment du maître des prélats bourguignons. Vous avez vu qu'il s'agit d'une peinture tout à fait fluide dont on retrouve l'impact sur plusieurs personnalités qui œuvrent durant la première moitié du XVIe siècle et qui composent la tradition locale, la tradition purement dijonnaise, représentée notamment par un grand enlumineur dont vous avez une œuvre à gauche, le maître d'Antoine de Roche, qui a été étudié dans le volume par François Avril, qui en reconstitue tout le corpus, et la chronologie. Vous voyez ici la trinité d'un livre d'heures conservé à la bibliothèque de Turin, et qui permet également d'attribuer sur la base des enluminures une œuvre peinte sur bois, bien connue, le panneau de Pomard que vous voyez à droite, avec la Vierge au glaive et des membres de la famille Micot en prière, présentés par Sainte Marie-Madeleine, devant un paysage caractérisé par la même fluidité de la matière définie par des pigments fortement dilués qui donnent cette caractéristique tout à fait essentielle de la peinture dijonnaise, partagée d'ailleurs par d'autres peintres actifs durant la première moitié du XVIe siècle. On a noté l'activité du maître de Commarin, dont je vous montre ici l'œuvre de référence à gauche, l'un des deux volets conservés aujourd'hui au château de Commarin, est un peintre parfaitement inscrit dans cette tradition, caractérisé par la même fluidité et auquel on peut attribuer une demi-douzaine de peintures, certaines conservées, d'autres dont on ne connaît que la photographie, et qui se poursuit dans une seconde génération à travers le tableau que vous voyez à droite, dont on ne connaît que la photographie conservée au Louvre dans la documentation de Charles Sterling, ce qui, entre parenthèses, met en évidence l'importance des photothèques, et notamment de la photothèque de la documentation des peintures du Louvre, la documentation de Charles Sterling étant elle-même un outil extrêmement important. Et c'est un panneau qui se trouvait alors en 1947 dans la galerie Zilberman de New York, qui présente un commanditaire présenté par Saint-Pierre dans un paysage, avec un prie-dieu sur lequel se trouve une inscription qui permet de l'identifier avec un certain Pierre Duré, maître d'hôtel du cardinal de Givry et de l'amiral Chabot au château de Pagny, en Bourgogne. Et vous voyez un paysage assez proche de celui du maître de Commarin, mais beaucoup plus simplifié, de qualité plus modeste, qui peut faire penser que ce second peintre s'inscrit dans la mouvance du premier. Or, on l'a dit, le premier peut être identifié avec Jean I d'Orin, qui est documenté en 1527, payé pour des travaux dans la Sainte-Chapelle. Or, les volets de Commarin datent de 1526 et proviennent de la Sainte-Chapelle où ils ont été commandés par Girard de Vienne. C'est donc sur cette base que l'on peut proposer une identification du maître de Commarin avec Jean I d'Orin et par conséquent du second peintre avec son fils Jean II d'Orin, lequel est documenté de 1531 à 1556 et qui en 1536 précisément se trouve attesté au château de Pagny chez l'amiral Chabot et le cardinal de Givry, ce qui confirme donc et qui pourrait correspondre au moment où il peint le triptyque pour Pierre Duré, qui est précisément le maître d'hôtel de ces deux personnalités. Alors, si ces différents peintres constituent la tradition locale de la première moitié du XVIe siècle, il y a à noter que des personnalités étrangères arrivent en Bourgogne dans ces mêmes années et exercent un impact profond sur la production. Et ces peintres se rattachent essentiellement
à un courant hollandais, c'est-à-dire non pas flamand, mais hollandais, originaire des Pays-Bas du Nord, et s'incarne dans ces deux personnalités qui sont d'ailleurs reliées l'une à l'autre, à savoir Grégoire Guérard d'une part et Bartholoméus Pons d'autre part, que l'on identifie au maître de Dindeville. On a rappelé que Guérard est documenté de 1518 à 1530, attesté par 3 documents. Le premier est particulièrement intéressant puisque c'est une indulgence romaine qui dit que Bartholoméus Pons de Harlem est hébergé dans la maison de Grégoire, de maître Grégoire Guérard, à Tournu, ce qui montre que les deux peintres devaient se trouver à Rome peu avant 1518 et que, selon la pratique, les peintres hébergent des compatriotes dans leur maison servant d'atelier. Les deux artistes ont été certainement des peintres éveillés. Pour Bartholoméus Pons, on ne le sait pas, on ne fait que le présumer par le style, mais pour Grégoire Guérard, on le sait par les documents, puisqu'il est documenté comme peintre de retable, mais en 1530, il est payé pour son métier de verrier. Et par conséquent, les documents nous permettent de décloisonner les techniques et de tenter de chercher la main de ces peintres dans le domaine du vitrail. Et c'est ce que je veux vous montrer ici en vous présentant à gauche un détail de la peinture murale de la chapelle Caron dans l'église de Cuisery, dont on a parlé, réalisée par Grégoire Guérard, hélas, des peintures très fatiguées, mais dont la qualité est néanmoins évidente, avec ce prophète majestueux qui tient un livre et dont les couleurs évoquent naturellement toutes les autres peintures de Guérard. Je vous montre tout à droite un détail, alors je l'ai mis en noir-blanc parce que je n'avais pas de photo suffisamment bonne, mais j'aurais dû regarder la base pour en extraire une, du triptyque de Varzy par le maître de Dindeville, alias Bartholoméus Pons, et il n'est pas inconcevable qu'un vitrail de l'église de Châtillon-sur-Seine, de l'église Saint-Nicolas, le vitrail des pèlerins, puisse précisément être considéré comme une œuvre qui fait le trait d'union entre les deux autres et peut-être attribué à Bartholoméus Pons, le maître de Dindeville, lorsqu'il est sous l'emprise de Grégoire Guérard. Ce serait à ce moment-là, si on accepte naturellement l'attribution, la première œuvre connue du maître de Dindeville, à situer entre 1530 et 1535, la date du triptyque de Varzy. Un autre exemple peut-être plus évident est celui que l'on peut comparer aux bannières du musée des arts décoratifs que vous voyez à gauche, commande de 1536 pour l'évêque d'Auxerre, François de Dindeville. Or, à Saint-Julien-du-Sault, dans l'église Saint-Pierre, se trouve un remarquable vitrail d'une qualité tout à fait évidente, présentant Saint-Fiacre et Sainte-Cyre, qui présente exactement les mêmes caractéristiques que les bannières. Non seulement l'invention, c'est-à-dire des corps bien charpentés, quasi michelangelesques, mais également l'exécution. Et donc on peut se dire que le maître de Dindeville, Bartholoméus Pons, n'a pas seulement donné le patron ou le carton à un verrier, mais qu'il a peint directement sur le verre, tant la qualité technique, l'exécution, est voisine de celle que l'on trouve dans les bannières. Je reviens un instant sur la découverte récente dont Cécile a parlé, du portrait de Jean de Langeac, dont vous avez une mauvaise photographie à droite, prise dans les réserves de New York, où il y avait une très mauvaise lumière, pour le mettre en comparaison avec l'œuvre référence du groupe, l'allégorie d'Indeville du même Metropolitan Museum de New York. C'est une attribution qui a été formulée par
une étudiante de master, Camille Lara, dans le cadre du séminaire de connoisseurship articulé sur le programme Peindre en France à la Renaissance, et une attribution qui paraît absolument évidente lorsque l'on examine attentivement les détails de l'un et l'autre tableau. À gauche, un détail de l'allégorie d'Indeville, à droite, un détail du portrait de Jean de Langeac vous montre les mêmes caractéristiques dans la conception synthétique des volumes, mais également dans la manière de peindre de manière très froide et propre, par exemple la pupille, les yeux, ou la pilosité qui est réalisée avec la pointe du pinceau de manière extrêmement détaillée. Et cette confrontation, je pense, est suffisamment parlante pour vous convaincre de l'attribution. J'espère qu'elle convaincra également Marianne Ainsworth de restaurer le portrait de Jean de Langeac, car il s'agit d'une nouvelle acquisition qui montre finalement que le domaine de la peinture en France au XVIe siècle évolue en permanence, y compris dans les réserves de musées dont on pense connaître absolument le contenu, mais finalement on voit très bien que ce n'est pas seulement dans le patrimoine des églises que l'on peut faire des découvertes, également dans celui des musées du monde entier, ainsi que sur le marché de l'art, et je m'arrêterai sur cette évocation à travers un tableau qui est apparu il y a 3 ans sur le marché à la Galerie d'Escours de Lyon, qui provient de Sensé-le-Grand et qui est une œuvre parfaitement signée, datée de Nicolas de Hoé, datée de 1580, qui ont fait la première œuvre connue, très bien conservée, et qui nous montre que le marché de l'art est aussi une source extrêmement importante d'apport. Et c'est véritablement là-dessus que j'aimerais conclure, une conclusion à peu près voisine de celle qu'on a déjà entendue, à savoir que le domaine de la peinture en France au XVIe siècle est un domaine d'une grande vitalité, d'un grand dynamisme. Ces dernières années, de nombreuses œuvres sont apparues qui montrent qu'il faut véritablement poursuivre ce travail de manière systématique, et qu'il trouve dans la base du recensement de la peinture française du XVIe siècle un outil absolument idéal, car les volumes que nous publions naturellement forment un état de la recherche par définition, puisqu'il s'agit d'imprimer, alors même que nous sommes dans un ensemble ouvert et dynamique, susceptible d'être enrichi chaque année, et que la forme numérique d'un outil comme celui du recensement, nous ne sommes plus véritablement à l'époque des grands recensements publiés, imprimés, ceux de Friedländer sur la peinture flamande, de Post sur la peinture espagnole, de Stange sur la peinture allemande, ou celui que avait imaginé Sterling sur le corpus de la peinture française de la fin du Moyen-Âge, du XVe siècle. L'outil numérique est devenu la forme absolument idéale, idoine pour ce type d'enquête, non seulement comme réceptacle, mais comme l'a dit Cécile, comme véritable outil de la recherche. Je vous remercie. C'est toujours bien de finir avec Frédéric, qui est un orateur toujours très clair et très convaincant, qui ramasse toutes les billes. On est évidemment à votre disposition pour répondre à vos questions. Il y a une chose que j'ai oublié de dire, c'est que bien que la première tranche et la deuxième tranche ne soient pas terminées, le seront-elles un jour, j'en doute, nous entamons une troisième tranche en nous consacrant à partir de cette année, non seulement à compléter les précédentes, mais on va se consacrer à l'Île-de-France, qui a en accord avec et en coopération, je dirais, avec la DRAC et le service de l'inventaire. Et ça a évidemment un avantage par rapport à la Bourgogne et la Champagne, qui ne sont quand même pas des régions éloignées, c'est que c'est beaucoup plus près, et que, bien entendu, non seulement les photos, nous essayons de les obtenir, mais nous allons les faire, et il n'y a rien de tel que
d'aller prospecter sur le terrain pour repérer des choses que les photothèques existantes ne nous ont pas déjà livrées. Et voilà. Mais vraiment, si vous avez des questions, n'hésitez pas, profitez-en. Et si vous avez des œuvres à signaler, on est toujours très preneurs, photos ou autres. J'ajoute simplement que je vous donne le micro pour les questions parce que tout est enregistré. Et je voulais aussi vraiment beaucoup vous remercier tous les trois pour les interventions de ce soir qui étaient absolument passionnantes, toutes les trois dans leur genre. Vraiment, c'est assez extraordinaire tout ce que ces pistes de recherche sur la peinture du XVIe siècle. Je voulais rebondir sur ce que vous disiez, Frédéric Elsig, à la fin de votre intervention, simplement pour remercier aussi la cellule d'ingénierie documentaire de l'INHA. Donc Antoine Courtin a dû partir, mais on a Federico Noura qui est là, que vous avez vu un peu sur l'ordinateur, et aussi Pierre-Yves Laborde, et puis anciennement donc Chloé Gauthier qui est partie il y a quelques mois de l'INHA. Mais c'est aussi grâce à eux que toutes ces bases sont possibles. Ils font beaucoup de pédagogie auprès des chercheurs et beaucoup de formation auprès de nous. Donc je voulais aussi les remercier parce que j'avais oublié de les mentionner tout à l'heure et je m'en voulais beaucoup. Et moi, je m'en veux aussi d'avoir oublié de les mentionner alors que je les harcèle et qu'ils travaillent vraiment de manière avec beaucoup de disponibilité et de patience pour, par à coup, comme je l'ai dit, enrichir, parce qu'on ne peut pas y travailler tout le temps, donc par moment, d'un seul coup, il faut rentrer 25 photos et c'est beaucoup de travail. Donc je les remercie vraiment très chaleureusement. Il y a des questions. Vous avez mentionné le fait que le Louvre a récemment acquis une Assomption, que certains pensent de l'atelier de Josely Frings. Je crois que certains panneaux de ce même polyptyque viennent du sud de la France, de Provence. Est-ce que vous pensez que c'est provençal ou que c'est bourguignon? Et est-ce que vous le ferez figurer dans votre base de données? Enfin, en tant que quoi? Je te laisse répondre. Tu es plus à même que moi. Tu connais très bien le dossier. Oui, alors effectivement, c'est un panneau absolument remarquable, d'une qualité superbe, et a priori, il fait partie de la série dont on connaît d'autres éléments, c'est-à-dire de la vie de la Vierge, qui est une série dont on ne connaît pas la destination première, mais qui a de toute évidence été réalisée pour Avignon. Actuellement, le maître de la vie de la Vierge, que l'on tente à distinguer, du moins dans Peindre à Dijon au XVIe siècle, du maître de la vie de Saint-Sébastien, serait précisément Jean Changenay. Donc ça veut dire qu'à l'heure actuelle, il faut naturellement creuser cette question à la suite des découvertes que nous avions faites en 2016. Le plus vraisemblable est qu'il s'agisse de Jean Changenay, puisque c'est l'ensemble du groupe qui ne peut plus être identifié comme Josely Frings. Oui, vous avez parlé, donc effectivement, dans cette base de données, il y a des œuvres dont la localisation est inconnue. Est-ce qu'il y a des œuvres qui sont mentionnées dans des documents d'archives dont on n'a aucune trace et que vous faites quand même figurer avec le titre ou le descriptif, si ça existe, dans cette base, et éventuellement qu'on peut retrouver dans une recherche par thème? Oui, justement, c'est l'exemple que j'ai pris avec la vie de Saint-Joseph de Marin Gourdet, connu par un marché de 1540, publié par Catherine Grodecki. Donc là, c'est vrai que l'œuvre n'est pas conservée, peut-être qu'on ne la retrouvera jamais, et peut-être qu'elle n'est simplement pas identifiée, mais la description est extrêmement précise. Vraiment, il y a des détails dans la description qui permettent de faire coller cette description avec éventuellement une œuvre qui réapparaîtrait. Et c'est le cas où on a le nom du peintre,
la date et le sujet. C'est beaucoup, c'est très rare qu'on ait tout ça. On a quand même très peu d'exemples. Je trouve vraiment de ce point de vue intéressant de les rentrer dans la base, puisque le principe de la base, c'est de pouvoir aussi interroger, je dis par date par exemple, 1540. Le tableau ne serait pas forcément daté s'il réapparaissait, mais si vous faites 1540 ou 1539, c'est assez intéressant. Ça vous ramène des choses que vous n'auriez pas imaginées, ou dont tout simplement, et c'est là que moi qui ne suis pas très numérique et qui aime énormément travailler dans les photothèques papier, c'est là que je vois un intérêt à la base de données, c'est que ça brasse ce qu'une mémoire humaine ne peut pas avoir en tête. Enfin, pour moi, en tout cas, ma mémoire ne peut pas enregistrer tout ça, et donc il y a des œuvres que je retrouve dans la base en cherchant. Mais effectivement, il y a des cas où, et c'est un tout début, pendant la première tranche, nous n'avions pas fait ça. Moi, je ne suis pas du tout archiviste, mais quand les documents sont publiés et qu'ils associent des choses très précises, si c'est juste une adoration d'image, voilà. Quand on a une description, quand on a la mention de volet, quand on a des idées et puis surtout le nom et la date, on a quand même déjà beaucoup d'éléments et on les prend. Oui, non, c'est ce que je voulais dire. Bon, ça, c'était un exemple qui avait été publié, mais il y a peut-être dans les archives ou alors... Oui, bien sûr. Et d'ailleurs... c'est une démarche à faire, de dépouiller, j'imagine. La redécouverte de Grégoire Guérard tient de faire coller tout ce groupe stylistique, maître de 1515, tient à une description d'un retable dans un marché de 1522. Et... Bon, dans certains cas, c'est vraiment fondamental. Ça peut être le déclic qui fait passer tout un groupe stylistique, d'où l'intérêt de créer ces groupes stylistiques qui sont évidemment provisoires, parce que quelquefois le hasard fait très bien les choses et il y a une coïncidence qui s'établit à un moment merveilleux. Alors bonjour, merci de votre contribution. J'avais une question beaucoup plus pratique qui concerne simplement la qualité des images, parce que c'est quelque chose qui est très variable, je le sais. Il y a des fiches qui ont des images de très bonne qualité, d'autres où l'image est en format beaucoup plus réduit. Est-ce qu'il est envisagé peut-être de revenir sur les fiches existantes pour augmenter la qualité de ces images par des numérisations ou par des accords peut-être avec les DRAC? Parce que c'est vrai que par exemple quand on travaille sur les églises, il est extrêmement difficile de faire quoi que ce soit quand on ne dispose que des images Palissy qui sont en format 82 KO. Et est-ce qu'il est possible et envisageable dans le futur, dans l'avenir, d'augmenter la qualité des images pour permettre aussi d'avoir un travail plus efficace? Votre question, elle est tout à fait fondée et tout à fait justifiée. Bien sûr que ça m'est arrivé de demander de changer un cliché parce que j'avais quelque chose de mieux à mettre. Je mets ce que j'ai. C'est très difficile. Je pense que... il y a un gros effort à faire, y compris dans les photothèques et dans les numérisations. Je pense au Corpus Vitrearum, par exemple, pour les vitraux, où vraiment aucune des photos ne sont accessibles. On attend vraiment la numérisation du fond photographique. Il y a des sites particuliers qui mettent en ligne de manière très généreuse des clichés qui sont des pis-aller. Je suis d'accord avec vous. C'est pour ça aussi que nous essayons d'aller le plus sur place. Mais il me semble, malgré tout, que mieux vaut une mauvaise photo que pas. Et vraiment, je sais que je mets beaucoup de photos personnelles qui sont pleines de reflets. C'est pas grave, c'est mieux que rien, c'est tout. À terme, il est évident qu'on rêve d'excellentes photos, et je pense que l'open data, ça, c'est encore, on y arrive, et tous les espoirs sont permis. J'ajoute simplement que il me semble maintenant, contrairement à ce qui se faisait par le passé, que la base Agora accepte maintenant des œuvres qui sont dans des résolutions parfois bien plus importantes que par le passé. Il n'y a plus de limite maintenant de résolution pour les images qui sont versées sur Agora, donc vous pourrez trouver des images en très très haute résolution, ce qui a été le cas pour certaines œuvres, puisque certains musées nous ont transmis des photos en très haute résolution. Et j'ajoute que pour l'Île-de-France qui s'ouvre cette année, un partenariat va être signé avec la DRAC, qui va sans doute nous permettre d'avoir accès aussi à des photos, en tout cas en plus grand nombre que pour la Bourgogne, où les choses se sont faites de manière plus empirique.
C'est un puissant fond. Je crois que c'est le mot de la fin. Enfin, sauf si vous avez d'autres questions, on sera ravis d'en discuter. Mais évidemment, oui, c'est l'idée que c'est quelque chose de totalement ouvert, qui n'a pas de fin, puisque nous mettons à jour, nous enrichissons en fonction de l'évolution et c'est ce qui me semble intéressant. La fiche, elle n'est pas faite une fois pour toutes, quoi. Ça, loin de là. C'est peut-être la différence par rapport justement au Rétif qui a une vision beaucoup plus minimaliste. Ce sont des fiches beaucoup plus succinctes qui n'engrangent pas de bibliographie, ni même l'histoire des attributions. Voilà. De ce point de vue-là, ce sont deux bases qui sont conçues de manière très très différente. Merci d'être venu. Merci.